Le meilleur projet du DCU de James Gunn est peut-être celui qui ressemble le moins à du James Gunn. Parce que dans le premier épisode de Lanterns, pas de monstres géants, pas de déluge, de couleurs, de bandes de bras cassés qui se vannent sur un morceau de rock. À la place, on a deux hommes qui ne s'aiment pas vraiment, une route poussiéreuse, une fusillade sur un terrain de football et une Amérique tellement crédible qu'elle en devient inquiétante. Et pourtant, il y a bien des extraterrestres. Il y a bien une bague capable de matérialiser absolument tout ce que son porteur peut imaginer. Il y a bien un homme qui s'envole sans payer l'addition, mais Lanterns prend tout ce qui pourrait fabriquer un immense spectacle cosmique et le comprime dans un polar rural, politique et presque poisseux. Et moi j'ai adoré ce premier épisode. Pas simplement parce qu'il est différent, mais parce que cette différence raconte quelque chose sur les super-héros, l'Amérique actuelle, le pouvoir et le nouvel univers d'ici lui-même. Évidemment, à partir de maintenant, spoiler massif sur l'épisode 1 de Lanterns, vous êtes prévenus. Je trouve que le premier geste très intelligent de Lanterns, c'est de ne jamais nous donner la série Green Lantern attendue. On pensait espace, planète inconnue et déluge de construction verte. On obtient un taco au bord d'une route, une voiture envoyée dans un ravin, un vol commercial jusqu'au Nebraska et un conflit de juridiction avec une shérif locale. Même les pouvoirs sont ramenés à des usages presque ridiculement concrets. Jon Stewart sauve sa vie en créant un papier bulle, Hal utilise sa bague pour fabriquer un dollar destiné à un jukebox, et quand une véritable menace extraterrestre apparaît enfin, la grande démonstration de puissance de l'épisode consiste essentiellement à enfermer une explosion dans une bulle verte. Rien de spécial. Mais cette retenue est loin d'être un manque d'ambition. C'est précisément le concept de la série. Car si la bague peut tout faire, elle peut aussi tuer le récit. Pourquoi enquêter quand on peut tout scanner? Damon Lindelof, le créateur de Lost et aussi de The Leftovers et de Watchmen, a expliqué que la question qui hante presque chaque scène est: pourquoi n'utilisent-ils pas leur bague pour résoudre chaque problème? La réponse, ce sont les personnages. Hal est trop arrogant pour transmettre correctement ce qu'il sait. John n'est pas encore légitime à ses yeux. Le pouvoir existe, mais il circule mal. La bague n'est plus seulement une arme, elle devient un poste, un statut, un privilège qu'un homme possède et qu'un autre mérite peut-être davantage. Et tout l'épisode est contenu dans sa première scène. En 1996, le jeune Jon Stewart regarde Hal Jordan à la télévision. Hal raconte la mort de son père, explique qu'après avoir perdu un parent à 8 ans, plus rien ne peut vraiment vous effrayer et se présente comme un homme ordinaire. Quelques secondes plus tard, le père de John place une pomme sur la tête de son fils, pointe une arme vers lui et lui pose exactement la même question. « Est-ce que tu as peur ?» John répond non. Le coup part, la pomme explose et son père est fier de lui. C'est une scène glaçante parce qu'elle rapproche deux enfances militaires qui n'ont rien de comparable. Hal a transformé un traumatisme en légende personnelle. John a été entraîné à nier sa peur par l'homme qui aurait dû le protéger. Pour Hal, ne pas avoir peur est devenu une identité. Pour John, c'est une obligation. L'acteur Aaron Pierre joue admirablement bien cette différence. John n'est pas impassible parce qu'il serait badass, il contrôle la place qu'il occupe, le ton qu'il emploie et la colère qu'il s'autorise. Même ses « yes sir » ressemblent à une insulte soigneusement rangée derrière la discipline. Face à lui, l'acteur Kyle Chandler ne joue pas une icône, mais un ancien champion qui considère encore le vestiaire comme sa propriété. Il est drôle, charismatique, parfois assez génial, mais irresponsable et jaloux de sa fonction. Hal dit en substance que John n'aura sa bague qu'en l'arrachant de sa main froide et morte. À ce moment-là, c'est une fanfaronnade, mais à la fin de l'épisode, c'est une prophétie. Mais alors pourquoi je dis anti-James Gunn? Je dis pas que la série attaque James Gunn ou qu'elle aurait été fabriquée contre sa volonté, bien au contraire. Gunn et Peter Safran ont demandé aux créateurs de raconter une histoire complète sans la transformer en bande-annonce de 8 heures pour le prochain film d'ici. Mais artistiquement, Lanterns prend le contre-pied presque parfait de la grammaire de James Gunn. Chez Gunn, la couleur déborde, la violence devient presque grotesque, la musique pop commente l'action et sous le cynisme, une famille de marginaux finit presque toujours par se former. On connaît la musique, elle est cool de temps en temps. Mais dans Lanterns, les couleurs sont sèches et les silences ne sont pas immédiatement désamorcés. La violence n'est pas un feu d'artifice, c'est une pomme pulvérisée au-dessus de la tête d'un enfant, d'un corps sur un terrain de lycée et d'un trou de balle dans le front d'un héros. Même le jukebox est révélateur. Hal passe Brand New Key en boucle, mais pas sur un montage destiné à dicter une émotion. Il utilise la chanson pour provoquer une bagarre et finir en cellule. La fantaisie est bien présente, contaminé par l'égoïsme et la manipulation. Le Superman de Gunn était lui aussi politique, mais autour d'une affirmation claire. La bonté n'est pas une faiblesse. Lanterns ne donne aucune réponse confortable. Qui a le droit d'intervenir? Qui décide qu'une menace est étrangère? À qui appartient le pouvoir? Gunn filme souvent le moment où des marginaux deviennent une famille. Lanterns filme, pour l'instant,
2 hommes enfermés dans une institution qui les a mis en concurrence. C'est totalement son négatif photographique. Il faut aussi dire que l'épisode devient beaucoup plus politique qu'il n'en a l'air. L'intrigue principale commence en 2016. C'est peut-être un simple élément de chronologie, mais difficile de ne pas entendre l'année où la peur de l'étranger, le fantasme de l'invasion et la promesse de reprendre le contrôle sont devenus le cœur d'une campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump. Puis la série nous ramène en 2026, dans une Amérique où alien ne désigne pas seulement un être venu de l'espace, c'est aussi un mot du vocabulaire politique et administratif sur les migrants. En 2025, l'administration Trump a même évoqué l'Alien Enemies Act, une loi de 1798 pour accélérer des expulsions de ressortissants vénézuéliens. Je ne dis pas que l'épisode vise explicitement cette loi, je dis qu'en 2026, l'écho est impossible à ignorer. Écrire une histoire où des extraterrestres passent pour des humains et où une milice privée défend son territoire contre une invasion n'a rien d'innocent, surtout quand on connaît Damon Lindelof. Dans la série, William Macon est un riche propriétaire terrien entouré d'hommes armés qui parle de protéger sa communauté et se méfie de tout pouvoir extérieur. Le notable paranoïaque a changé son ranch en forteresse idéologique, sauf qu'il a peut-être raison. Les aliens existent, le suspect est réellement extraterrestre et transporte une arme capable de pulvériser la ville. Et la série ne dit pas « Regardez ces imbéciles qui inventent une invasion ». Elle demande ce qu'il advient d'une société paranoïaque lorsqu'une menace réelle vient valider son délire. Parce qu'avoir raison sur l'existence du danger ne rend pas automatiquement juste la réponse qu'on lui apporte. Tout l'épisode confond ainsi protection et domination. Le père de John prétend l'endurcir, mais il lui tire dessus. Hal prétend le former, mais envoie sa voiture directement dans le ravin. De son côté, Macon prétend protéger sa ville avec une armée privée. Même le corps des Green Lantern est une police galactique dirigée par de lointains patrons bleus. Tout le monde affirme protéger quelqu'un, mais presque tout le monde commence par lui faire violence. Le terrain de football, cœur mythologique de la petite ville américaine, devient une scène de tuerie. Le cosmique ne tombe pas au sommet d'un gratte-ciel numérique, il infecte un lieu que l'Amérique reconnaît immédiatement et qu'il touche en plein cœur. John et Hal n'entrent pas non plus dans ce paysage de la même manière. Hal est une célébrité blanche qui agit selon son instinct et trouve quelqu'un pour payer sa caution. John, de son côté, est un ancien marine noir, compétent, discipliné, surqualifié, qui doit encore prouver qu'il mérite une bague que l'autre porte avec désinvolture. Ce n'est pas simplement le conflit du vieux maître avec son élève, c'est le portrait d'un système dans lequel on a reçu le pouvoir presque comme une évidence, tandis que l'autre a passé toute sa vie à devenir irréprochable sans garantie d'être choisi. Et évidemment, derrière tout cela, il y a Damon Lindelof. Petite précision, Lindelof n'est pas seul aux commandes. Chris Mundy est le showrunner et le pilote est écrit avec Mundy et Tom King. Mais on reconnaît ses obsessions. Depuis Lost, il adore commencer par une anomalie et nous obliger à reformuler la question. Dans The Leftovers, la disparition apportait moins que le vide laissé chez les survivants. Dans Watchmen, les masques parlaient de mémoire nationale, de racisme et de violence institutionnelle. Ici, il utilise une bague extraterrestre pour parler d'héritage, de légitimité et de succession. La copie de sauvegarde de Hal, par exemple, est typiquement quelque chose qu'adore Lindelof. Une version vieille de 10 ans ignore John, mais connaît quelque chose que Hal actuel a oublié, caché ou refusé de transmettre. La mémoire devient un personnage, l'information manquante, le moteur du récit. Puis arrive la dernière scène de l'épisode. 10 ans après la fusillade, John revient dans un Rocheville enseveli sous la neige. Il se retrouve dans le même stade, dans les mêmes gradins, mais plus le même monde. Hal est assis là, gelé, une balle dans le front, et sa bague a disparu. Le plan est l'antithèse du spectacle super-héroïque. Un homme capable de traverser le ciel et de construire n'importe quoi finit comme la victime d'un polar. Immobile, seul, apparemment tué par une simple balle. Lindelof a expliqué que les créateurs voulaient éviter le reset, cette sensation qu'après 8 heures, tout revient à sa place. Tuer Hal dès le pilote promet donc une cicatrice durable dans le DCU. John ne pourra avancer qu'à travers la disparition de celui qui refusait de lui céder sa place. Et j'adore l'audace du geste. Il faut donc maintenant que Lanterns tienne sa promesse. Si Hal revient grâce à une pirouette cosmique, cette fin perdra toute sa puissance. Si la politique se résume à « les méchants sont des propriétaires armés qui ont peur des aliens », la série deviendra beaucoup moins intéressante que son pilote. Mais franchement, après ce premier épisode, j'ai très confiance. Lanterns ne vend pas la puissance de ses héros, elle demande ce que le pouvoir fait aux autres et à ceux qu'il possède. Et ce n'est pas une série Green Lantern honteuse de ses bagues, c'est une série qui refuse de les utiliser comme raccourci scénaristique. Ce n'est pas vraiment du True Detective avec des super-héros, c'est une sorte d'histoire de transmission ratée, de peur transformée en doctrine et d'une Amérique qui ne sait plus très bien distinguer l'étranger de l'ennemi. Et je pense que c'est la série compagnon parfaite de Watchmen. Alors oui, c'est de l'anti-James Gunn, moins coloré, moins bavard, moins pop, mais c'est peut-être aussi la preuve que James Gunn réussit son pari de patron de studio. Un vrai univers partagé n'oblige pas tout le monde
monde à faire le même film. Un Superman solaire, un Guy Gardner ridicule et ce polar hivernal peuvent exister ensemble sans parler la même langue. Le meilleur choix artistique de James Gunn ici, c'est peut-être de s'être effacé. Et si Lanterns conserve cette noirceur, cette intelligence politique et ce goût du risque, le DCU vient peut-être de trouver sa première très grande série. Mais maintenant, dites-moi, est-ce que Hal Jordan est vraiment mort? Est-ce que c'était une bonne idée de le tuer? Est-ce que sa bague a été volée? Et surtout, est-ce que cette rupture totale de ton avec Superman vous enthousiasme? Ou au contraire, est-ce que vous trouvez que Green Lantern aurait dû être beaucoup plus cosmique dès le départ? N'hésitez pas à le dire en commentaire, et si vous avez aimé cette critique, vous connaissez la suite, abonnement, cloche, et on se retrouve très vite pour l'épisode 2. Salut à tous!